Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hémisphère, le carrefour des explorateurs et exploratrices de l'imaginaire. On espère que vous allez bien. Après cette grisaille éclair qui a traversé la France, ou en tout cas la région parisienne, là il fait chaud, ça y est, enfin, c'est l'été démarre. On est à l'ombre quand même, le temps de cet épisode, consacré, ma foi, à un animé d'intérieur, mais non moins solaire. Avec Pierre, comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, on a eu la pluie pour les JO, et on a le soleil pour Lise et l'oiseau bleu. Donc écoute, tout est dans l'ordre, on va dire. Yes. Ça donne envie de s'envoler pour aller pour rejoindre ce ciel bleu qui nous tend les bras. On va rester un petit peu quand même sur notre petit perchoir. Voilà, on va tenir le perchoir pendant 1h30 à peu près pour vous parler de ce film de Naoko Yamada. Voilà, l'indice honteusement simple, je pense, vous a mis la puce à l'oreille. On vous encourage quand même à mettre les petites étoiles, bien sûr, sur toutes les applis de podcast où que vous nous suiviez, à mettre les petits commentaires, évidemment, le fameux commentaire #référencement, et puis tout simplement, si vous nous découvrez avec cet épisode, redécouvrir notre répertoire. On a 22 épisodes sur toutes les applis, évidemment. On a fait pas mal de choses, on a fait Hades, God of War Ragnarok, The Green Knight, Zelda Skyward Sword, pas mal de choses, Dragon Ball, Premier Contact, oui. Voilà. On ne les compte plus. On ne les compte depuis, plus, et je rappelle quand même aussi que nous avons sur notre site hémisphère.lepodcast.fr toutes les descriptions des épisodes avec toutes les bibliographies, si vous voulez aller plus loin. Des bibliographies qui peuvent vous servir à alimenter évidemment aussi des discussions sur notre Discord. Bien vu. Où vous pouvez du coup évidemment rejoindre la communauté et approfondir nos épisodes avec nous et avec le reste de l'équipage. Et effectivement, allez voir les recos et les notes, les bibliographies, on se casse pas le cul à les mettre pour rien. Ouais, non, c'est sûr, voilà. Et puis comme ça, vous pourrez nous accuser de plagiat après. Évidemment, n'hésitez évidemment pas à mettre le petit follow sur le réseau social de votre choix. Bien vu. On est parti, Pierre ? C'est parti pour Lise et l'oiseau bleu, le film de Naoko Yamada. Alors, Lise et l'oiseau bleu, Pierre, c'est ta découverte aujourd'hui. Enfin, c'est un épisode, en tout cas, c'est un thème que je t'ai proposé et auquel tu t'es frotté. Lise et l'oiseau bleu, rapidement, de quoi ça parle ? Alors, c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui sont lycéennes, et pour être tout simplement honnête, je vais reprendre la description qu'il y a dans le petit livret. Moi, j'ai découvert ce film il y a 1 an et demi, 2 ans. Tu me l'avais recommandé à l'époque. Je sais même pas si on avait déjà lancé Hémisphère, en tout cas c'était probablement au début. Il me semble que c'était dans le sillon d'un autre film beaucoup plus bruyant. Possiblement. En tout cas, je sais que ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc là je l'ai évidemment revu pour l'épisode, et à l'époque je l'avais acheté en fait en édition Blu-ray, donc j'ai le petit livret qui va bien, j'ai les bonus, ça m'a permis de vraiment me plonger dedans pour préparer cette émission. Et donc comme je le disais, de quoi ça parle ? Ça parle de l'amitié entre deux lycéennes, Nozomi et Misore, qui sont des musiciennes, puisque la série est un spin-off d'une série animée qui s'appelle Sound Euphonium, qui raconte grosso modo le quotidien d'un groupe de musique dans un lycée japonais, plus spécifiquement des lycéennes en l'occurrence. La série s'attarde dans la saison 1 beaucoup sur la fanfare. Le film, c'est un peu plus large, on va dire que c'est un orchestre, un peu plus, qui compte un peu plus de types d'instruments. Et donc ces deux personnages, Nozomi et Misore, qui sont des personnages secondaires de la série, mais qui sont là au cœur du film, sont des personnages très différents, puisque Misore est un personnage assez introverti, assez timide, qui a une grande affection pour Nozomi, qui est beaucoup plus extraverti, on va dire. C'est un personnage qui a aucune difficulté à connecter avec les autres, à avoir des relations sociales. C'est quelque chose de très naturel pour elle. Donc on a vraiment presque deux antipodes du spectre des liens sociaux et de l'anxiété sociale de l'autre côté. Et en fait, ce film raconte la tension qui existe au sein de cette amitié du fait d'une codépendance en réalité entre les deux, et la manière, sans forcément rentrer trop dans le détail, puisque si vous n'avez pas vu le film pour l'instant on va pas trop spoiler, on le fera évidemment plus tard, mais à un moment donné on va dire que la codépendance va être dépassée
et enfin peut-être un épanouissement ou une émancipation d'une situation initiale tendue entre les deux personnages. Je sais pas si je peux peut-être détailler un peu plus, mais ça rentrerait dans le spoiler. Mais je pense que voilà, on peut s'en tenir à ça pour le moment. Donc vous avez le tableau du film, en tout cas. Oui, sachant que l'oiseau bleu, peut-être précision, c'est effectivement un ajout qui est une inspiration d'une pièce de théâtre belge, il me semble, qui va être ajouté par l'autrice pour faire un lien entre cette histoire et un conte qui va créer des parallèles entre l'histoire dans laquelle on est et ce conte qui joue entre les séquences, quoi. C'est une espèce, oui, de petit syncrétisme de plusieurs histoires européennes, mais c'est un conte qui est inventé, mais qui effectivement puise dans pas mal d'autres histoires. Mais on reviendra peut-être plus en détail sur l'imbrication des récits quand on abordera la structure du film et comment elle résonne avec les tiraillements internes de nos deux héroïnes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ce film, c'est un film de Naoko Yamada, c'est aussi un film qui vient couronner peut-être le cheminement d'un studio au long cours. Alors je ne vais pas vous refaire l'historique complet du studio, ne serait-ce que parce que j'avais consacré une émission de Hyperlink à l'époque à ce sujet-là. On avait reçu Olivier Fallet, qui est devenu entre-temps... qui est à la tête de l'antenne française de Crunchyroll, parce que Crunchyroll est diffuseur attitré des productions de Kyoto Animation à l'international. Si vous voulez d'ailleurs voir la série, c'est là-bas que ça se passe. Oui, c'est là-bas que ça se passe, effectivement. Et quant au film, il est distribué par Eurozoom. Du coup, en gros, c'est un studio qui est assez inhabituel parce qu'il a été créé en 81 par Yoko Hata, qui travaillait avant chez Mushi Prod et Tatsunoko et Sunrise, et qui va en gros avec son mari, du coup Hideaki Hata, ils vont marcher dans les pas du studio Ghibli en pérennisant, on va dire, les contrats de travail des gens qui vont travailler chez eux. Et du coup stabiliser vraiment une équipe créative très forte qui va donner une patte inimitable au studio avec une qualité de production qui est beaucoup plus élevée que dans le reste du milieu, ne serait-ce tout simplement parce que, pour citer Iwata chez Nintendo, si les gens ont peur de perdre leur travail, ils travaillent moins bien, tout simplement. À prendre de la graine pour les néolibéraux de par chez nous. Hein. Voilà. Et donc, c'est un studio qui s'était fait reconnaître par son premier succès, par des adaptations d'abord de visual novel avec Air, Canon et surtout Clannad, qui a été vraiment le moment où le studio a décollé. Et puis après, ils ont enchaîné avec Keion, qui est du coup, je vais relier la présentation du studio avec la présentation de Naoko Yamada. Oui, c'est elle qui est en charge de cette adaptation. Qui est en charge de cette série. Et puis après vont s'enchaîner Free, des tas d'autres séries, Hyoka, qui est peut-être pas la plus connue, mais qui est en tout cas très, très importante dans mon cœur. Et puis le fabuleux Nichijou, qui est Nichijou, qui est une sorte de sommet d'absurde et une sorte de boss final de la comédie cringe, très clairement. Okay. C'est assez extraordinaire. Et puis surtout, le studio va aussi se faire connaître dans la culture populaire avec la mélancolie de Haruhi Suzumiya et Lucky Star, qui seront les deux mamelles de l'identité otaku en ligne sur Internet à la fin des années 2000, très clairement. Donc en gros, voilà, c'est un studio avec lequel toute une génération d'otaku a grandi et a appris à voir au-delà du Big Three des shonen. On va dire ça comme ça. C'est généralement les gens qui pirataient de la Japanime en 2007-2008. Ils étaient entrés via Naruto, One Piece, Bleach et avaient continué avec Death Note et peut-être en 2007 il y avait quoi, et FMA pardon aussi, avec surtout Death Note, et puis on découvert le côté plus sucré de la force, on va dire, avec les productions KyoAni, quoi.
Ok. Certains ont carrément même arrêté de prendre des douches depuis cette époque-là. Mais ça, c'est un autre problème. Ah le bâtard. Non, Donc, plus sérieusement, il y a des productions plus récentes aussi pour les gens qui Ouais, n'ont bien pas sûr, forcément connu cette époque. Moi, pour le coup, j'avais vu Violet Evergarden quand c'était sorti Oui, de fou, il y a bien sûr. quelques années, et pour le coup, c'est effectivement un truc qui m'avait sauté aux yeux, c'est cette qualité de production, comme tu l'as dit, inhabituelle, en tout cas pour ce qui est de la série animée. Pour le cinéma, c'est autre chose, mais en série animée, c'était vraiment étonnant de voir un tel niveau de production, de soucis vraiment sur des détails qu'on ne croise pas dans l'animation, qui est généralement quand même une industrie qui vise la quantité, la rapidité de la production, et pas forcément le souci du détail qu'on peut trouver au cinéma. Et effectivement, c'était vraiment le genre de truc qu'on dit parfois pour les séries live d'aujourd'hui, tu sais, de dire on ne voit plus la frontière entre le cinéma et les séries. Pour le coup, en animation, moi, c'était avec Violet Evergarden que vraiment je voyais plus la frontière, quoi. Ben, c'est leur dernière grande série, on va dire, avant un hiatus malheureux, vu qu'il y a eu un incendie criminel du studio en 2019. C'est criminel l'incendie, ouais. Ah oui, l'incendie était criminel, oui. Oui, Et c'est un mec qui est rentré. On sait pourquoi ouais, on sait quelle raison. Non. Bah, en gros, c'est un mec un quadra qui a balancé de l'essence à l'intérieur du studio, qui a craqué une allumette et qui accusait le studio de lui avoir volé un scénario. En fait, d'accord. Ok. on n'a jamais réussi à démêler le vrai du faux dans cette histoire. En tout cas, il n'y a pas de trace d'un scénario qui aurait été volé. En tout cas, si je dis de la merde, n'hésitez surtout pas. Hein, oui, non, bien sûr. Moi, j'avoue que j'avais entendu cette histoire un peu loin. J'avais suivi vraiment vaguement. Moi, c'est terrible. C'était assez terrifiant parce qu'en plus, c'est la tuerie de masse la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale au Japon, parce qu'il y a quand même 36 morts. Ah oui, quand même, putain, c'est vraiment horrible. Et 36 morts et 34 blessés. Donc autant te dire qu'ils étaient 70 dans les locaux à ce moment-là. Donc en gros, le mec, il a fait un carnage. Il a fait un carnage, quoi. Donc vraiment, c'était très compliqué. Et le mec, bon, depuis, il a été, parce qu'on est au Japon, il a été condamné à mort. Oui, évidemment. Mais donc ça a été très compliqué. Le studio a perdu des forces vives très importantes. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Il y a beaucoup de monde qui, du coup, n'ont pas pu retourner travailler chez KyoAni parmi les survivants, dont Naoko Yamada, qui depuis a quitté le studio KyoAni, qu'il a vu grandir, et travaille qui était dans les désormais... locaux au moment de l'incendie ? Non, il n'y était pas. Elle n'y était pas Elle n'y était pas. Mais du coup, maintenant, elle travaille au sein du studio Science Saru, qui est le studio de Masaki Yuasa, et son nouveau long métrage, The Colors Within, sort dans un mois. Exactement. On voit d'ailleurs, à propos de Yuasa, à notre épisode sur Ping Pong, la boucle est bouclée. Exactement. Mais du coup, le portrait de Naoko Yamada, du coup, je le fais à l'envers, mais grosso merdo, parce que le film ne vient pas de nulle part non plus. Naoko Yamada, donc elle est née à Kyoto, donc elle était toute destinée pour Kyoto Animation, en 84. Donc elle grandit avec Ghibli, Pat Labor et Dragon Ball, parmi ses références japanimes principales. Mais c'est pas son cœur d'intérêt. Elle se passionne plus pour la photo au lycée. Après quoi, elle fait l'université des arts et design de Kyoto, études spécialité peinture à l'huile, et elle travaille aussi au club d'effets spéciaux. Parce qu'elle a une énorme attirance pour le cinéma live. Elle fait pas de distinction entre l'animation et le live. Parmi ses références phares, on a Jodorowsky avec La Montagne Sacrée, Parajanov avec La Couleur de la Grenade, et Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto, qui est un film, de la nouvelle vague, parce que oui, ils adorent ça, les Japonais, ouais. Voilà, ils ont eu la nouvelle vague japonaise. Et film qui aura servi d'influence, à Kubrick pour Orange Mécanique. Voilà, et qui est du coup une réinterprétation LGBT de Deep Roy. Moi, que malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir pour cet épisode, mais c'est apparemment un film, l'un vraiment de ses films préférés. Et le film qu'il a décidé à s'investir dans le cinéma, et dans le cinéma live et animé, ce sera le Alice de Jan Svankmajer, un film tchèque, qui mélange de la prise de vue réelle et de l'animation, qui du coup l'a motivée, elle, à travailler dans les arts visuels. Le film date de 88, donc je sais pas à quel âge elle a vu le film, mais voilà, elle avait 4 ans quand le film est sorti. Et elle rejoint du coup KyoAni en 2005. Elle commence en faisant des intervalles sur Inuyasha, et elle bascule très vite à l'animation clé sur R.
et elle devient réalisatrice et storyboardeuse d'épisodes sur Clannad et Lucky Star, et enfin réalisatrice principale sur K-On! Qui est donc une série dont on a parlé tout à l'heure, dès 2009. Ouais, donc ça a été fulgurant, une ascension vraiment incroyable. En 4 ans, elle passe d'intervalliste à réalisatrice. C'est fulgurant. Vraiment, c'est pour le coup. Alors, elle est épaulée par Tatsuya Ishira, qui est le réalisateur star du studio, en revanche, lui, qui a bossé sur Haruhi et Clannad notamment. Et c'est un peu en tandem avec lui qu'elle va faire sa carrière au sein du studio, et qu'elle va notamment derrière, elle va faire une histoire originale avec Tamako Market, qui est un désastre. Personnellement, je trouve que c'est un animé abominable, très bien rattrapé par un long métrage, Tamako Love Story, qui prend la tangente et qui sauve complètement le truc. Elle va aussi faire Silent Voice, l'adaptation du manga Silent Voice, qui est un long métrage très très long, avec déjà des velléités de mise en scène très marquées en tout cas, qui sont vraiment atypiques à nouveau dans l'animation, quoi. Ouais, qui va lui donner un véritable succès commercial pour le coup, et critique. Et qui était quand même numéro 2 au box-office derrière Your Name. Hein. Donc, oui, non, ça a été un gros succès, on en a entendu parler jusque par chez nous. Qui marque d'ailleurs, ce film-là marque la première collaboration avec Kensuke Yoshio, qui est le compositeur de Lise et l'Oiseau Bleu, un des 2 compositeurs en tout cas, et qui a un rôle, on va dire, significatif dans la création du film, on y viendra. Exactement. Et puis, en parallèle de Silent Voice, elle est co-réalisatrice sur la série Sound Euphonium, qui est donc l'adaptation du light novel Sound Euphonium de Hayao Takeda. Tout est lié. C'est donc grâce à, ce parcours au long cours, sur lequel elle a pu s'exercer à différents niveaux, que ça culmine sur Lise et l'Oiseau Bleu, qui est un film de craquage. Je vais l'appeler comme ça. C'est un terme que j'aime bien utiliser pour qualifier les films où un réalisateur fait ses preuves sur une licence qui est installée. C'est-à-dire, c'est une dynamique qu'on retrouve très, très régulièrement dans la Japanime, notamment Miyazaki, qui a commencé sur... entre autres sur Lupin the Third, et qui a fait éclater son style avec le château de Cagliostro. On retrouve ça aussi avec Mamoru Oshii, qui commence sur Lamu, et qui culmine avec Beautiful Dreamer. Les films Pat Labor, c'est pareil. On retrouve ça avec Keiichi Hara, qui a fait son craquage sur le film Shin-Chan, The Adult Empire Strikes Back. Et puis Mamoru Hosoda, qui a fait son craquage sur les films Digimon. Ça, c'est ton truc, ça, les films Digimon. Hein. Eh oui, bien sûr, 25 ans cette année. 25 ans cette année, voilà, bien sûr. Parce que si les auditeurs ne le savent pas, on a un fan de Digimon dans les 2 animateurs, et c'est pas moi. Tu as échappé à cet épisode, Pierre. Écoute, un jour peut-être. Mais toujours est-il que on est sur un film de craquage qui adoube Yamada, à la fois de par son itinéraire au long cours au sein du studio, rendu possible par le cadre économique, la stratégie économique du studio, mais aussi un film de craquage qui couronne des expérimentations formelles à s'essayer au court-métrage, au long-métrage, à la réalisation d'épisodes, etc., en gravissant les échelons au sein d'un studio qui lui a fait confiance. Démarche porteuse, parce que le film a été décoré du prix Noboru Ofuji, qui récompense les films d'animation autorisant, ou en tout cas à budget modéré, en tout cas pas blockbuster, pas des films de grosse exploitation. Alors c'est une catégorisation à nuancer, parce que plusieurs films Ghibli ont reçu ce prix, mais globalement c'est plus les Ghibli de l'époque Nausicaa et Totoro, quoi. Plutôt que... Alors Nausicaa, c'est pas Ghibli, bon voilà, vous avez... Non, puis il faut faire attention aussi avec cette distinction-là. Elle est pertinente dans cet exemple-là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même l'impression que cette distinction qu'on fait beaucoup en France avec la politique des auteurs, la nouvelle vague, c'est vraiment presque cette dichotomie qu'on crée dans notre esprit entre les blockbusters de divertissement et les films d'auteur, et pas aussi nette. En tout cas, au Japon, ça les surprend même parfois qu'on soit autant attaché à la notion d'auteur. C'est pas forcément quelque chose qui est aussi clair dans l'imaginaire japonais.
de ce que j'ai pu en comprendre. Mais pour le coup, là, en l'occurrence, c'était pertinent. Bah, en gros, pour vous donner une idée, ça catalogue le film entre Millennium Actress, Mind Game, Ongaku et plus récemment Le Garçon et le Héron, quoi. C'est ce genre de film. Inuo aussi de Yuasa. Inuo de Yuasa qui a aussi, été récompensé de ce prix. Ouais. Et voilà, donc en gros, c'est un film somme qui couronne un envol qui malheureusement est de courte durée du fait de l'incendie criminel dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, voilà, c'est aussi un film qui, du coup, paradoxalement, voit un style s'envoler et en même temps vient refermer un chapitre d'une carrière qu'on espère très longue. Voilà, désolé d'avoir été long, moi aussi, mais ça me paraissait important de recontextualiser un peu ce film pour montrer à quel point il est le produit d'une trajectoire très particulière, et de trajectoire il est question dans ce film. Oui, et maintenant qu'on a un peu fait le tour, en tout cas du mieux qu'on pouvait, de cette question-là, est-ce que tu pourrais nous dire, mon cher Karel, pourquoi tu as choisi ce sujet et qu'est-ce que tu as pensé du film? Et je te dirai après, moi, ce que j'en ai pensé. J'adore ce que tu me voles cette transition, parce que je voulais te tirer les verres du nez. Ah bah, évidemment, j'y viendrai. Je te donnerai mon avis. Ouais, je veux pas influencer le tien. Non, moi, c'est pas très objectif, parce que c'est un film que j'ai vu en salle lors d'une projo presse, et j'en suis sorti en larmes. Vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait jamais raconté une histoire comme ça. Vraiment, je me suis dit, c'est un regard sur le monde que je n'aurais jamais pu avoir de par ce que je suis, où je suis né, ce qui a fait de moi ce que j'étais à ce moment-là. L'attachée de presse, limite, elle me consolait, quoi. Genre, j'étais en mode j'étais en PLS absolu à la fin de la séance. Puis c'est un film du coup qui a une place assez particulière parce que j'ai perdu c'était le film que j'aurais voulu que mon oncle voie avant de mourir, et bon malheureusement il nous a quittés avant. Mais ouais, moi c'est pour ce genre de film que j'aime aller au cinéma, quoi. Vraiment, et en fait, comme il touche à une forme d'absolu dans ce que peut être la Japanime en tant que proposition esthétique singulière, alternative aussi dans tout ce qui se produit aujourd'hui, et à plus forte raison Naoko Yamada en tant qu'autrice singulière dans le paysage de la Japanime, ça me paraissait inenvisageable qu'on passe à côté de ce film, parce qu'il permet de cartographier en creux énormément de choses. Moi, pour le coup, quand je l'ai vu, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi sur la télé. La première fois, j'étais j'ai été assez estomaqué de la qualité visuelle, du souci porté sur notamment la réalisation, le montage, les techniques, en fait, les inspirations narratives et formelles du film sont très très cinématographiques. Moi, c'est un truc qui m'avait interpellé, et en le revoyant, j'ai encore plus eu cette impression. Maintenant, j'avais pas forcément été aussi j'avais pas forcément saisi la dimension de rapport de force et de puissance brute des personnages, et cette confrontation entre les deux personnages principaux m'avait pas autant marqué. En tout cas, je m'en souvenais peut-être pas. Enfin, ça m'avait pas tellement marqué la première fois. Et en le revoyant là pour préparer l'épisode, je pense que j'ai préféré le revisionnage, parce que je pense aussi que c'est un film qui est très subtil, enfin qui a beaucoup de subtilité et d'éléments qui pourraient être de l'ordre du détail ou de l'annexe, mais qui en fait sont assez centrales pour comprendre les véritables intentions de Yamada et de sa scénariste aussi, qui est Yoshida Reiko, qu'on n'a pas encore mentionné, je pense que c'était important. Et donc, en le revoyant, j'ai vraiment compris l'intérêt du film dans sa dimension humaine, dans son rapport à ce que peut être une amitié, ce que ça aussi ne doit pas être, les conséquences que peuvent avoir une forme de dépendance affective qui mène à la toxicité. Alors en l'occurrence, on n'est pas sur de la manipulation ou du pervers narcissique ou ce genre de choses qu'on voit dans les thrillers américains. On est vraiment sur une relation en apparence banale, mais qui, du point de vue de l'univers intérieur des personnages, et c'est là où je trouve que la réalisation est quand même assez intéressante, et le film vraiment, vraiment assez fort, c'est qu'en fait, il te donne accès par justement cette succession de petits détails, cette accumulation de points de vue, à
l'univers intérieur des personnages, la psychologie, qui est quelque chose de très compliqué à représenter en fait, puisque par définition la psychologie c'est quelque chose qui n'est pas imagé, il n'y a pas de forme à une pensée. Une pensée c'est quelque chose qui est justement qui est un flux quoi. Et c'est très compliqué de donner accès à ça dans une œuvre cinématographique. Et je trouve que dans ce film, elle réussit à nous faire entrer dans l'esprit de ces personnages, à nous faire comprendre leur complexité, leurs dilemmes, leur position aussi, ce qui les retient, ce qui permettrait leur émancipation, et par la confrontation des deux personnages principaux dans ce rapport de force et cette reconfiguration du rapport de force, on arrive finalement à une situation finale, puisque évidemment là, vous avez compris, on spoil le film, hein, ça y est, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, on arrive à une situation finale qui nous laisse quand même un souffle d'espoir, ou en tout cas une possibilité d'espérer que chacun de ces deux personnages soit plus épanoui, en tout cas aille sur son chemin et s'en sorte du mieux qu'elle puisse, quoi. Donc voilà, la deuxième fois m'a vraiment, je dirais pas réconcilié, mais m'a vraiment fait voir le film sous un autre jour, et j'ai vraiment apprécié beaucoup plus mon deuxième visionnage. Et peut-être le troisième sera encore meilleur, on ne sait pas. Je te souhaite, écoute. C'est vrai que tu fais bien de le dire comme ça, mais c'est que c'est un film qui essaye de mettre en image quelque chose de très abstrait qui est l'intériorité, quoi. Je veux dire, en ce moment, quand l'Occident s'y prête, ça donne Vice Versa, tu vois. Vice Versa, c'est pas mal, hein. Moi, c'est pas mon Pixar préféré. Vice Versa 2, encore moins. Mais comment dire, on littéralise beaucoup, alors que là on est sur quelque chose de très flottant, mais en même temps très tangible. C'est vraiment ça, c'est un truc qu'il faut mettre au crédit de l'intention de Naoko Yamada. C'est cette volonté de refuser l'archétypal. Dans la Japanime, c'est un truc qui est pourtant hyper présent, justement la croyance dans des figures archétypales qui vont s'incarner dans des personnages réceptacles qui permettent de faciliter l'horizon d'attente du lectorat ou des spectateurs, pour que chacune se retrouve ses marques très très vite, et assurer un débouché économique à l'œuvre en question, mais aussi tout simplement eu égard aux traditions des arts du spectacle japonais, rejouer des conflits de force primordiales perpétués par les arts du spectacle au Japon. Et elle prend pas ce parti-là du tout. Elle joue beaucoup plus dans une école naturaliste où les personnages vont être ancrés dans un espace, dans un contexte particulier, singulier, et donc vont être des entités organiques évanescentes qui se déroberont toujours à ce qu'on racontera avec. En fait, il y aura toujours une part d'imprévu, ou en tout cas, si on peut parler d'imprévu dans l'animation, vu que c'est une image qu'on crée et qu'on calcule et qu'on recrée et qu'on va animer, avec un degré de détail, qui plus est qu'un degré de détail aussi poussé, on peut s'imaginer que rien n'est laissé au hasard, et pourtant on a l'impression de voir des instantanés qui auraient été volés, des instants volés d'un truc qui se joue de loin, en fait. Elle réussit à donner l'impression que le spectateur est presque voyeur dans des moments qui sont pas censés être vus, et recréer de la capture, un sentiment d'image capturée sur une image qui pourtant a été conçue de A à Z, quoi. Et ça, c'est hyper dur. C'est très fort. Oui. C'est d'ailleurs, très dur. Elle expliquait dans les bonus du DVD qu'elle avait l'intention de donner cette impression au spectateur qu'il était une sorte de mur, en fait, de ce lycée, et que donc, en fait, il avait accès au couloir, enfin, tu vois, comme si c'était une chaise, un meuble ou un élément inerte, et que par cet intermédiaire-là, il pouvait accéder à comme une sorte de caméra cachée, un peu. C'est vraiment cette idée-là. Et comme tu le dis, c'est très fort de faire ça, tout en ayant spécifiquement en tête la construction de l'image, puisque tout est dessiné, tout est construit. Dans un film live, il peut y avoir une part d'interprétation, une part d'improvisation de la part des acteurs. Il y a des cinéastes qui demandent même à leurs acteurs de laisser cours à leur créativité, à leur jeu, et parfois ça donne des choses qui sont inattendues et qui sont très belles. Là, il faut quand même reconnaître que
le cerveau de cette femme pour réussir à concevoir l'intégralité des moments de capture sur le vif et que tu aies l'impression que c'est naturel, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très réussi, quoi. Un cranidos femelle apparaît. Incroyable. Et pour le coup, j'ajouterais même un point sur ce que tu as dit, c'est que pour capturer cette intériorité des personnages, il y a une démarche très particulière, et là je pense qu'on peut venir au processus créatif du film, c'est l'utilisation de la musique. Puisque donc le film a deux compositeurs, on l'a dit tout à l'heure, Kensuke Ushio, qui est un compositeur qu'on avait déjà encensé dans Ping Pong, puisque c'est le même compositeur. Mais il y a aussi un autre compositeur dans le film qui fait toutes les parties orchestre, justement, et qui est aussi le compositeur de la série animée dont le film est un spin-off, qui s'appelle Akito Matsuda. Et en fait, les deux visions de la musique que ces deux compositeurs, qui sont très différentes au final, qui vont se répondre. D'un côté, il y a une conception de la musique qui est presque minimaliste, avec une idée d'utiliser les bruits ambiants, d'utiliser des objets, d'utiliser des bruits de pas, enfin vraiment que la musique soit l'organique du quotidien, soit la bande originale de la vie des personnages. Et de l'autre, la musique au sens un peu noble, ou en tout cas la musique au sens historique, à savoir des instruments conçus pour ça, qui vont jouer des partitions composées par un spécialiste avec des notes sur une feuille, quoi. Et ces deux visions de la musique, en fait, je trouve qu'elles sont incroyablement pertinentes en complément l'une de l'autre, puisqu'en fait, elles nous permettent y a quoi de mieux que la musique, en fait, pour représenter ce qui n'est pas représentable, ce qui n'est pas figurable autrement que par le son, quoi. Et voilà, là-dessus c'est incroyable, quoi. Et c'est d'autant plus fort qu'on parle d'une histoire qui s'articule autour de la représentation en tout cas de l'interprétation d'un morceau de musique. Donc toute l'histoire découle d'une composition initiale dans la diégèse, et dans le processus même du film, c'est comme ça que Yamada va travailler avec Matsuda et Ushio. Matsuda qui compose d'abord ce morceau, derrière Ushio qui va prendre le relais, non seulement en tant que compositeur, mais aussi en tant que directeur du son, et qui va du coup faire un travail de sound design hallucinant, où carrément il va s'amuser alors on parlera de ce procédé à une autre occasion derrière, mais il va carrément s'amuser à faire de la décalcomanie en repliant des partitions sur elles-mêmes, pour créer des croisements d'arpèges qui vont illustrer l'état mental ou le cheminement de Lise et de l'oiseau, ou à l'inverse de Misore et Nozomi, quoi, en parallèle, quoi. Et donc on est sur un degré de précision sur le travail qui est assez ouf. Et pour le coup, ouais, on le sent dès le début. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur dans le film, justement, parce que quand Nozomi arrive, tu sais qu'elle marche, et du coup, elle bat la mesure du morceau. Et je me suis dit, elle suit Nozomi à ce moment-là. Et je me suis dit, mon Dieu, tout le film va être comme ça. Ah ouais, comme une sorte de comédie musicale un peu. Ouais. Ça, mais tu sais, de Mickey Mousing, justement. Oui, je vois l'idée. Où t'as enfin, ouais, voilà, c'est le côté Steamboat Willie ou l'apprenti sorcier de Fantasia, tu vois. Ouais, que Fantasia, et du coup, je me suis dit ça au début, et en fait, non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs les moments les plus faibles du film, je trouve, sont ceux où la musique souligne le plus l'action. Notamment, malheureusement, pour cette pauvre première année qui essaye de parler à Misore et qui se fait rembarrer à chaque fois. Oui. La musique de ces passages est un petit peu bateau. Mais en revanche, ouais, derrière, quand la musique et les ambiances deviennent plus évanescentes, plus flottantes, et culminent à la fin dans l'extrême opposé, à savoir une prestation millimétrée de ce fameux morceau Lise et l'oiseau bleu, morceau de mouvement 3, Agir par amour. Voilà, c'est le moment où t'as toute la tension qui se relâche, et où le film t'emmène très très loin. En fait, tout s'articule autour de ce mouvement précis, justement, qui va être le symbole de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette question du rapport de force entre les deux personnages principaux, qui se reconfigure en fait tout au long du film, puisqu'on a au départ une situation qui donne plutôt
au spectateur l'impression que Misoré est en situation de dépendance totale vis-à-vis de Nozomi et qu'elle est en faiblesse, elle est dominée en fait dans la relation, là où l'autre, donc Nozomi, est au contraire pioche dans cette relation pour se satisfaire mais n'en a absolument pas besoin. En réalité, le film montre la complexité de cette relation et le fait qu'en fait, il n'y a pas de vérité sur une relation humaine, il n'y a qu'une question de point de vue, et qu'en fait, ce point de vue est une manière d'accéder à la vérité, et donc en fait, on a accès plus tard dans le film à un autre point de vue qui renverse ce rapport entre Nozomi Misoré et Lise et l'Oiseau Bleu, parce que donc ce conte de Lise et l'Oiseau Bleu, pour réexpliquer un peu ce que ça raconte, c'est l'histoire ça se passe genre une espèce de Bavière un peu, moi ça me faisait penser à l'Allemagne ou l'Alsace éventuellement, donc une femme qui est boulangère, qui va recueillir une femme qui est en réalité une incarnation humaine d'un oiseau, en l'occurrence bleu, qui ne demande qu'à s'échapper, en tout cas à s'envoler, et elle le garde en cage, et donc c'est toute l'idée de l'emprisonnement d'une personne dans une relation, comment s'en émanciper, etc. Et donc au départ, on pense que c'est Lise et Nozomi, et que l'oiseau... inversement, pardon. Misoré et Lise, et voilà, que et que Lise et Nozomi Misoré, et l'oiseau bleu. Et le film va jouer sans cesse avec notre croyance dans cette idée-là, et la renverser à un moment donné, et ce moment en l'occurrence, c'est le passage où le troisième mouvement du morceau Lise et l'oiseau bleu est joué, et où en réalité le talent de Misoré va exploser, et elle va prendre l'ascendant à ce moment-là sur la relation, et nous on va se dire mais en fait on avait tort depuis le début, la situation est peut-être inverse. Et c'est vraiment ça qui est passionnant dans le film, qui maintient je pense aussi l'intérêt du spectateur tout au long du film, puisque elle s'amuse à jouer avec notre croyance dans des faits, et montre bien qu'il n'y a pas de faits en humanité, quoi. Qu'il n'y a que des reconfigurations. Et tu fais bien de souligner ce parallèle entre Lise et l'Oiseau Bleu en tant qu'œuvre de fiction et Lise et l'Oiseau Bleu en tant que film. Enfin, voilà les deux récits qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Parce qu'il est question dans cette relation, pour que cette relation se passe bien, c'est une relation déjà qui est soumise à un cadre qui est celui de l'orchestre, le cadre du club de musique de leur lycée. Et donc elle est née dans ce club. Elle a grandi dans ce club et on a affaire à deux solistes, l'une qui va jouer de la flûte traversière, donc Nozomi, et l'une qui joue du hautbois. Oui, en plus la flûte traversière, dans l'imaginaire notamment occidental, est associée aux oiseaux. Donc ça renforce encore plus notre croyance au début dans le fait que Nozomi est l'oiseau, puisqu'elle joue de la flûte. Et justement, il est question pendant tout le film de la peur de mal interpréter une œuvre, précisément parce que Misoré est un personnage extrêmement introverti, extrêmement fermé. Comment dire, elle joue divinement bien. Tous ses profs le lui disent, mais elle n'arrive pas à extérioriser. Alors dans le film, vu que le film peut être vu sans avoir vu la série Euphonium, c'est très clair. Ils le disent très clairement. On comprend pas trop où tu veux nous emmener quand tu joues. Tu joues très bien, mais on voit pas. On voit pas trop. Il n'y a pas d'intention. Tu manques de souffle. Et la respiration qui est aussi centrale. Et dans la série, le prof qui est plutôt l'espèce de JDG shiny, qui a des chemises à fleurs violettes, qui lui dit je ne sais pas ce que tu vois quand tu joues. Montre-nous ce que tu vois quand tu joues. Et dans le film, justement, cette question va se poser, c'est qu'est-ce qu'elle voit, elle, dans le récit de Lise et l'Oiseau Bleu, et qu'elle n'arrive pas à jouer en jouant de la flûte. Et en fait, c'est là qu'intervient la question de l'interprétation d'une œuvre. Et c'est là que le film est brillantissime, c'est qu'il met en abîme sa propre condition de spin-off d'une adaptation. Parce que quand tu interprètes une œuvre qui n'est pas la tienne, qu'est-ce que tu peux t'autoriser à y voir ? Qu'est-ce que tu peux t'autoriser à y ajouter ? Et si tu te contentes d'une exécution mécanique, parce que l'interprétation c'est un mot qui est polysémique, ça peut dire exécution machinale d'une tâche, mais ça peut aussi dire compréhension, analyse. Et est-ce qu'une exécution de qualité requiert une compréhension avisée et lucide en amont, quoi. Et qu'est-ce qu'on projette de soi dans ce qu'on interprète au risque de ne pas comprendre ce dont il est réellement question ?
Et en l'occurrence, Misoré, elle est dans une logique où elle n'arrive pas, vu qu'elle est dépendante de Nozomi, comme on est dans une relation asymétrique, elle n'arrive pas à s'imaginer que Lise veuille libérer l'oiseau bleu. Oui, un elle jour. en a peur, elle En fait, parce le qu'elle dit est plusieurs trop- fois. Voilà, elle se dit, mais pourquoi, si Lise aime l'oiseau, pourquoi est-ce qu'elle le libère? Pourquoi est-ce qu'elle lui dit de partir? Alors qu'ils sont très heureux ensemble et que l'oiseau a envie de rester. C'est aussi, on devine que Misoré est aussi très angoissé à l'idée de la fin du lycée, parce que c'est un endroit où le lycée lui apporte une routine, et la routine qui est celle du club, et donc le fait qu'elle est sûre de voir Nozomi tous les matins. D'ailleurs, tu remarques que elle arrive plus tôt. C'est la première à arriver au lycée. Elle s'assied sur un banc, sur les escaliers, et elle attend d'entendre le bruit de pas de Nozomi pour commencer sa journée. Oui, c'est comme une sorte d'addiction, hein, en réalité. Ouais, de métronome, ouais, complètement, ouais. Et du coup, et quand elle en discute justement avec sa prof, elle soupire. Tu vois, elle comprend qu'il lui manque un truc. Il lui manque une étape de développement personnel pour réellement jouer ça, mais elle va pas lui dire ce que c'est, parce que sinon elle casse la spontanéité. Elle risque de casser ce qui peut jaillir naturellement. Elle risque de casser un déclic. Et au final, ce déclic a lieu au moment où elle lui fait... moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, l'inversion du rapport de force... Et le cap clair. Le cap clair, exactement, se fait au moment de l'étreinte, en fait, avant la répétition ultime. Ouais. C'est justement le moment où elle accepte de sortir d'elle-même et où elle se livre à Nozomi, et Nozomi se laisse le temps d'y réfléchir. Et il y a aussi ce moment où Nozomi, en parallèle, s'aperçoit que cette relation, elle est peut-être beaucoup plus asymétrique qu'elle ne le pensait, et est-ce qu'elle n'est pas finalement, de par sa légèreté dans ses rapports avec les gens, un poids pour Misoré, qui n'arrive pas à extérioriser ce qu'elle est, précisément parce qu'elle a envie de rester près de Nozomi, et elle veut pas... elle se projette dans aucun avenir sans Nozomi, en fait. Ouais, c'est peut-être Nozomi en fait qui maintenait Misoré dans sa cage et pas l'inverse. Voilà. Mais c'est là qu'inversion. J'ajouterais juste un point, pardon, sur ce que tu as dit, c'est que pour moi, le déclic qui vient notamment d'un élément qui pourrait paraître anodin, et en revoyant le film, je me suis dit c'est peut-être pas si anecdotique, c'est justement cette fameuse première année qui s'appelle Ririka, voilà, qui donc essaye de gagner l'amitié de Misoré. Et elle, étant extrêmement timide en plus, ça aide pas. Et c'est au moment où en fait tu sens qu'il y a un début de lien qui se crée entre les deux, et que donc Misoré comprend qu'elle peut développer une amitié avec quelqu'un d'autre que Nozomi, et que donc elle peut sortir de cette relation, que l'étreinte a lieu, et que son talent explose ensuite dans le moment de la répétition. Et j'ai l'impression que pour moi le déclic il est aussi du fait que elle comprend qu'elle peut sortir de cette amitié et en développer d'autres. Et qu'elle n'est pas prisonnière éternellement de cette relation, quoi. Et c'est là que tu vas avoir cette fameuse scène de récital qui va être... Bon. Voilà, là, je sais pas quoi dire, quoi. C'est un climax comme on en voit rarement, je trouve, dans la Japanime. Ouais, je suis d'accord. Il y a tout, quoi. La musique est très belle en plus, pour le coup. Hein. Franchement, c'est vraiment un des gros points forts du film. C'est dans cette scène que tu vas avoir, une forme de résolution de tous les non-dits, toute la tension psychologique qui est accumulée pendant le film, parce que t'as quand même, on peut s'imaginer comme ça que c'est un récit de... C'est peut-être la scène la plus cruelle aussi. C'est ce qui fait que tout ce qu'il peut y avoir de délicatesse et de tendresse dans le film, même de sensualité, hein, parce que tu as des scènes d'une sensualité que je trouve vraiment extrême, notamment la scène du reflet de la flûte traversière à travers la vitre. Oui. Là, je me suis dit, mais c'est d'un érotisme, cette scène, c'est hallucinant, quoi. Moi, en fait, je pense que ça tient beaucoup à tout cet ensemble de détails que Yamada veut vraiment mettre dans son film, notamment dans l'animation de trucs qui sont généralement pas beaucoup animés, comme les lèvres, comme les gros plans sur les yeux, tu vois, ce genre de trucs, qui créent une intensité et une matérialité, une organicité, enfin un côté vraiment charnel de dessin, en fait, qui est assez ouf.
Et effectivement, et toute cette tendresse-là et cette sensualité-là explose dans cette scène de manière hyper cruelle. Genre ce moment où Nozomi, qui joue l'oiseau, ne le joue jamais aussi bien que quand elle a plus de souffle pour souffler dans sa flûte. Et du coup, l'oiseau se dit, ok, cui-cui, mais un cui-cui qui se tait et qui comprend qu'il y a une distance qui va se créer, alors que Misore, elle lève son jeu, elle s'est jamais tenue aussi droite que dans cette scène. Et d'un seul coup, t'as ce travelling complètement fou avant. Enfin, t'as ce plan zénital qui monte au-dessus de la plume. Et d'un seul coup, le travelling qui traverse la fenêtre. C'est un truc de fou. Et cette fin de scène, avec ce test de Rorschach animé, qui du coup, en décalcomanie, en fait, tu prends une tache d'encre et tu replies la feuille en deux. Ouais. Et ce test de Rorschach qui est censé, en psychologie, illustrer, en fonction de ce que tu y lis, la nature de ta psyché. La nature de ta psyché, c'est un peu ton patronus, quelque part. Oui, en quelque sorte. Voilà, une sorte de patronus clinique, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'est un oiseau qui est animé, qui vit et qui s'envole. Et procédé qui a été repris, du coup, comme je le disais tout à l'heure, par Kensuke Ushio dans sa bande-son pour créer des résonances entre les parcours des personnages, en créant des arpèges en miroir. Et puis aussi cette scène où, alors ça en revanche, c'est une interprétation très personnelle, parce que je n'ai trouvé aucune interview qui justifie ça, en tout cas qui le légitime, cette interprétation, mais je pense que le coup de cymbale et le climax le plus emphatique de la scène du récital renvoie au thème de Rencontre du troisième type de Spielberg. Je m'explique. Rencontre du troisième type, ça fait tin 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 tin. Là où le thème de Lise et l'oiseau bleu fait tin 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 ta ta tin. Et dans les deux cas, tu vas avoir dans Rencontre du troisième type ce tin 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 qui est répété en boucle comme une espèce de mantra, ou comme une espèce d'affirmation d'une volonté de créer du lien, une volonté de recréer, de rejoindre l'autre. De communiquer, en tout cas, de se faire comprendre là où la communication est normalement impossible. Exactement. Et là où justement, l'explosion de tous ces non-dits et l'explosion de toute cette distance qui est en train de se créer entre ces deux personnages-là, du fait de leur relation qui est trop fusionnelle et trop éreintante, enfin cette étreinte éreintante quelque part, là t'as le tin 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 tin, et qui d'ailleurs est répété derrière par le hautbois qui fait tin 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 tin. Et puis après bref, ça, je connais. On va devenir un podcast de air au bois. Il faut je sais pas, oui, pardon. Non, je suis parti un peu trop loin. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Mais comme, si tu veux, comme on est dans une fois que ce thème apparaît, il est répété plusieurs fois dans le morceau comme une espèce de ritournelle qui s'impose et qui s'assourdit au fur et à mesure, et qui permet à la fin, c'est comme par hasard à ce moment-là que Nozomi va baisser sa flûte et la poser sur ses genoux et pleurer. Et c'est là que Misore finit son solo de hautbois avec l'envol de la caméra et le test de Rorschach dont on parlait juste avant. Et je me demande si s'il n'y a pas une volonté par la bande son dans cette composition précise de renvoyer à déjà en tout cas de rendre hommage à un film qui déjà à sa manière parlait de ce que la musique permettait de communiquer au-delà de tout ce qu'on n'arrive pas à dire, en fait. De ce que le langage nous empêche en fait d'exprimer. Ouais. Exactement. Et ça me paraîtrait d'autant plus logique que le film parle de ce qu'on n'ose pas dire et de ce que nos attitudes trahissent. Notamment tous les plans, le fameux plan Naoko Yamada, c'est le plan sur les pieds, sur les jambes, sur les genoux, sur comment les gens s'asseyent, comment les gens tapent du pied sous la table, comment
comment limite devenu un mème, les plans de comment elle Koyamada marche sur les aussi. jambes. Oui, comment les personnages marchent et tout. Et dans le film, ça se traduit par des chaussettes, la couleur de leurs chaussettes. C'est-à-dire que Nozomi a des chaussettes noires, donc c'est ce qui veut dire une temporalité, un temps. Ouais. Là où Mizore en a des blanches, et donc 2 temps. 2 temps, et donc elles sont pas du tout sur la même temporalité. Et il y en a une qui se déplace plus vite que l'autre, là où l'autre, elle doit prendre son temps davantage, avancer, faire de durer manière, chaque mouvement, etc. Chaque mouvement, etc., bien sûr. Et donc les deux personnages n'obéissent pas à la même temporalité, et à la fin, tu vas avoir un plan où, moi c'est le plan qui m'a achevé sur le moment, et peut-être que je surinterprète, mais il me semble que à la fin, quand elle marche dans la rue, justement, tu as ce plan à hauteur de jambes où elle marche, et en fait, tu as une grille qui longe la rue, et avec que des barreaux verticaux, qui du coup porte une ombre sur les chaussettes, qui fait que du coup le blanc devient du gris et quand il est à l'ombre, et que le noir devient du gris quand il est à la lumière. Ce sera pas le même gris exactement, mais donc ce sera ou du gris foncé ou du gris clair, mais il y a une possibilité que ces deux polarités, noire et blanche, se rejoignent par interstice, par intermittence, parce que quelque chose a été réparé, notamment et c'est illustré par le carton disjoint au début, et à la fin on barre le 10 et on laisse le joint avec les deux couleurs qui se fusionnent, les deux crayonnés qui fusionnent pour devenir une seule et même éclipse. Ouais. Je ne saurais pas comment dire ça autrement. Ah oui, non, mais en plus, pour moi, c'est l'illustration du discours principal du film, c'est-à-dire l'idée que exister uniquement dans le regard de l'autre, donc c'est vraiment la situation initiale de dépendance affective, c'est tyrannique, c'est s'empêcher d'exister, en fait. C'est confier les rênes de sa vie intérieure ou sa vie émotionnelle à quelqu'un d'autre. C'est prendre nécessairement le risque d'une forme d'abus, de tyrannie. C'est une sorte d'abus de pouvoir, en fait. Et je trouve que ce que montre le film, c'est que pour qu'une relation, ou que de manière générale, une situation soit saine, il faut mettre en place des structures, des normes qui empêchent de façon radicale l'abus de pouvoir. On ne peut pas compter sur le bon vouloir de quelqu'un, sur sa vertu, sur celui qui exerce le pouvoir, pour ne pas en abuser. Et donc, de la même manière, on ne doit pas faire reposer son épanouissement personnel sur la validation d'une seule et unique personne, car on fournit à ce moment-là le cadre pour une tyrannie affective. Et donc, la relation saine que les deux personnages finissent par avoir à la fin, une relation qui est effectivement... qui est un peu paradoxale, parce que le disjoint, c'est le moment où elles sont le plus proches, de façon objective, et le joint, c'est le moment où elles s'éloignent l'une de l'autre. Mais en réalité, tout cas, où elles se préparent à entrer dans l'âge adulte, et donc elles se préparent à ne plus se voir. Mais du coup, la relation saine, ce que je comprends du film, c'est qu'elle repose sur l'acceptation de cette part commune et sur la connaissance mutuelle des différences de l'identité propre de l'autre. Et donc l'émancipation passe par cette étape-là. Et du coup, pour moi, la signification du carton d'entrée, du carton de fin, c'est ça. C'est l'idée que en sortant de cette addiction affective ou de cette dépendance émotionnelle, finalement, elles construisent les bases pour une relation potentiellement amoureuse. Ça, c'est un point qu'on doit forcément aborder à un moment dans le podcast. C'est que beaucoup de gens y ont vu une relation lesbienne non consommée, mais qui, dans toute la durée du film, est en tension. Et quand tu regardes, en tout cas, moi j'ai lu un peu des forums de gens qui se sont retrouvés dans cette idée-là. Apparemment, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, quoi. Moi, pour être honnête, la première fois que j'ai vu le film, mais je n'avais pas du tout vu ça. Probablement parce que je suis étranger à cette situation particulière. Mais en l'ayant en tête au revisionnage, je trouve quand même que le film laisse entendre à plusieurs moments, possiblement, comme tu l'as dit, il y a cette sensualité dans la réalisation, mais il y a aussi l'envie de faire accéder la relation à un autre stade. Et pour moi, la fin,
laisse ouverte la possibilité qu'il y ait à un moment donné cet amour qui puisse exister, quoi. On était aussi à un moment assez particulier où il me semble que c'était en pleine hype de Portrait de la jeune fille en feu et que du coup en France en tout cas on était très dans un mood bravo les lesbiennes. Ouais, mais pour le coup, j'ai vu des forums états-uniens, enfin en tout cas anglophones, qui en parlaient tout autant, quoi. Oui, bien sûr. Bah, c'est qu'en fait, oui, c'est le fameux même They seem to be really good friends. Oui. Voilà, c'est un truc très, très courant, effectivement, notamment dans la localisation de Japanime, d'édulcorer toutes les relations, en tout cas toute allusion à de l'homosexualité. Bon, déjà, ne serait-ce que toute allusion à toute forme de désir, quelle qu'elle soit, naissante chez des mineurs. Ouais, ce qui se conçoit aussi, ouais. Mais par exemple, tu vois, je prends un exemple tout con, mais bon, ça n'a rien à voir avec Lise et l'oiseau bleu, mais dans Ken le survivant. Dans Ken le survivant, t'avais une scène où un personnage en haut d'une falaise voit un protagoniste, je sais plus lequel, et dit oh là là, quel bel homme, il est trop beau, il est magnifique, et commence à se tordre un peu comme ça en okama, quoi, en gros, et à dire oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, et en français ça donne oh là là, mais je te dis qu'il est étrange, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est étrange, c'est incroyable, voilà, étrange, voilà, oh là là, bizarre, étrange, vous avez dit bizarre, vous avez dit bizarre, exactement. Bon, on pourrait dire oh là là, il est queer, c'est incroyable. Bon, on pourrait jouer, peut-être qu'ils ont il y avait quelqu'un de woke dans l'équipe et il s'est dit qu'il allait traduire le terme comme ça et comme ça allait passer, mais je ne pense pas que ce soit l'intention. Mais voilà, ce genre de choses, c'est voilà, pas de wokisme dans mes dessins animés, et globalement, oui, c'est quelque chose auquel on a été habitué en Occident, et donc du coup il y a une habitude qui a été prise par catharsis sans doute, de voir des relations lire entre les lignes, en fait, c'est ça. Voilà, de vouloir à tout prix lire entre les lignes de ce que le Japon veut bien nous exporter pour y voir ce qu'on a envie d'y voir. D'accord. Et en l'occurrence, dans le film, il n'y a rien qui se prête explicitement à une lecture homosexuelle. Sinon que, dans la série Euphonium, tu as quand même cette fameuse scène du feu d'artifice, où, alors là c'est plutôt entre Reina et Kumiko, mais Reina en robe blanche, mettant son doigt sur la bouche de Kumiko de manière peu ambiguë, on va dire. Oui. Et avec aussi, c'est con, hein, mais tout le rapport à l'instrument avant. Hein. C'est con, mais l'instrument avant, c'est quelque chose qui se joue du bout des lèvres. Oui. Et il y a beaucoup de gros plans dans le film sur justement cette sensualité, comme on l'a dit, l'animation des lèvres, ouais, c'est ça, pour le coup, c'est... Ouais. Les papillements d'yeux, la palpitation des cils, etc. Et puis la respiration, une fois encore. Et bon, le fait de savoir où mettre sa bouche, bon, on a compris. Mais en l'occurrence, dans le film, je dirais que potentiellement, ce qu'il y a de plus proche d'une lecture lesbienne, c'est d'une part la scène où la lumière de la flûte caresse le visage de Misery, qui est pour moi une scène d'une sensualité, j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est vraiment d'une sensualité ahurissante. Mais sinon, tout simplement le fait qu'à la fin, Nozomi se retourne brusquement vers Misery et cut au noir, et fin du film. Et on sait pas si c'est un bisou, on sait pas si c'est la fameuse fin ouverte, hein, voilà, dont je parlais tout à l'heure. C'est le fameux cut. Mais aussi, ce qui peut aller dans ce sens, c'est quand même que Yamada a dit en interview que, en gros, pour elle faisait pas de choix. Elle n'avait pas d'agenda de représentativité LGBT dans ses œuvres, mais elle voyait plus les gays, les lesbiennes, pardon, et les trans comme des parties intégrantes d'un réel qu'elle représente dans ses œuvres. Et si romance homosexuelle il y a, c'est parce que ça a du sens qu'elle ait lieu, étant donné le cadre dans lequel ces protagonistes évoluent.
Et c'est pas du tout par volonté d'imposer tel ou tel canon corporel ou tel idéal archétypal de nouvelles relations qui serait ce qui reviendrait à remplacer un archétype par un autre en fait. Et c'est pas ce qui l'intéresse. En cela, on pourrait le rapprocher de Yoko Taro. Dans sa manière de parler justement de la question LGBT dans les œuvres au Japon. Lui, il a pas mis Kaine pour mettre Kaine, quoi. Il a pas mis Kaine pour mettre... C'est ce qui est, c'est pas militant en tout cas. C'est ça. Il y a des trans dans le monde réel, alors pourquoi il n'y en aurait pas dans mes jeux, quoi. Voilà. Oui. On a spoilé Nier, pardon. Oui, bah... je m'en suis pas rendu compte en le faisant, mais bon, voilà, désolé. C'est pas un gros spoiler, hein. Mais après, ouais, c'est un truc aussi mais c'est toi qui avais mis cet élément dans le conducteur, donc peut-être que je vais te laisser l'avancer, mais c'est peut-être aussi qu'on n'a pas le même rapport au coming out qu'au Japon, ou peut-être où le secret est plus une protection. C'est un élément culturel en tout cas qui est assez présent. Effectivement, cette injonction au coming out qui avait notamment été décrite par Michel Foucault en France, et c'est quelque chose de très occidental, c'est-à-dire qu'avec les mouvements pour les droits des LGBT et notamment tout ce qui est lutte pour l'égalité de traitement juridique, il y a quand même aussi une injonction qui s'est développée, qui est devenue une forme de pression sociale pour les personnes LGBT, à l'exprimer publiquement auprès de tout leur entourage, auprès du monde entier en fait, qui est vu positivement en fait en Europe, en Occident en tout cas. C'est quelque chose qui est globalement vu comme un progrès, en tout cas une amélioration. Le fait de pouvoir exprimer publiquement son homosexualité par exemple, et ne pas être stigmatisé pour ça, c'est vu comme quelque chose de vraiment positif. Là où effectivement au Japon, de ce que j'ai pu comprendre notamment vis-à-vis des discours des personnes LGBT elles-mêmes japonaises, il y a quand même cette idée d'intériorisation du regard de la société sur, de façon générale et pas spécifiquement sur les LGBT, ce qui sort de la norme, et donc cette injonction au coming out est perçue négativement, y compris par les LGBT eux-mêmes, et donc, comme tu l'as très bien dit, s'est développée une culture du secret, une culture de la discrétion, et il y a une tolérance, on va dire, tacite de la société pour ce qui n'est pas montré, pour ce qui se fait dans le privé. C'est probablement une différence culturelle sur laquelle on a parfois un peu de mal à s'accrocher, ou en tout cas à saisir les nuances, parce que ça pourrait être vu comme une forme de placardisation. On en avait discuté quand on préparait le conducteur, mais on a vite fait de porter un regard presque colonialiste, ou en tout cas méprisant et un peu hautain sur ce trait particulier, et il y a probablement des conséquences négatives aussi de cette imposition du secret, cette imposition en tout cas dans certains milieux du fait que le coming out est plutôt mal vu, mais en même temps c'est aussi une façon de préserver des liens sociaux qui autrement seraient probablement abîmés, et ça on peut faire le parallèle aussi avec même des situations qu'on peut avoir en France, hein, quelqu'un qui est dans une famille, mettons, qui est très religieuse, qui décide de ne pas exprimer son homosexualité à sa famille pour préserver une relation qu'il ou elle juge plus importante que de faire son coming out auprès de ses proches. Donc c'est des réalités humaines et des individus qui sont quand même, enfin des situations particulières dans lesquelles les individus sont confrontés souvent à des dilemmes, et où en réalité je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Pour terminer là-dessus, peut-être un point sur la situation des droits LGBT au Japon, qui est, bon, on extrapole par rapport au film, mais voilà, écoutez, j'ai fait ces recherches-là, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Oui, puis ça permet de compléter, /amender, /infirmer, comme j'ai l'habitude de le dire, les potentielles lectures qui sont faites du film, quoi. Oui, ou même de comprendre pourquoi, si effectivement cette lecture-là a du sens, pourquoi elle n'est pas plus explicite dans le film.
Ouais. Ça peut aussi être un élément d'explication. Contexte, point d'interrogation. Ouais, merci JDG. Donc actuellement, en fait, au Japon, le mariage homosexuel n'est toujours pas, n'existe pas officiellement. Il y a des mouvements, effectivement. Il y a il y a même une députée qui est ouvertement homosexuelle qui a été élue lors de la précédente législature. Donc je crois que c'est la première de l'histoire du Japon. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis assez longtemps, l'homosexualité est dépénalisée au Japon. Ça date même du 19e siècle, donc un siècle avant la dépénalisation française, qui date de 1981 ou 82. Au Japon, c'est 1880. Donc on va dire qu'il y a quand même une grosse différence, encore une fois, de rapport de la société, un rapport à la tolérance vis-à-vis de cette pratique-là, du moment qu'elle reste plus ou moins cachée. En tout cas, c'est un accord tacite, encore une fois. En revanche, pour ce qui est de l'égalité juridique, de l'accès à l'adoption, par exemple, ou de l'accès aux mêmes droits vis-à-vis de ton conjoint, il existe depuis 2015 l'équivalent d'un PACS, ou en tout cas d'un partenariat civil à la japonaise. Pour autant, il n'accorde pas exactement les mêmes droits que le mariage, et donc il y a encore cette question-là, cette question de la lutte pour l'égalité des droits. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce qu'en disent les LGBT japonais, et notamment, en général, cette question de si on n'a pas envie de se marier, c'est pas forcément un problème. Là où, en l'occurrence, cette question de l'égalité des droits pose effectivement plus de problèmes, c'est quand il y a des situations particulières de décès d'un des deux, et qui, du coup, de fait, ne donnent pas accès aux mêmes droits en matière de reversion, par exemple, de gestion du testament, etc. Enfin, il y a quand même des complexités juridiques qui mériteraient quand même une égalité juridique un peu plus poussée. Là, ça, c'est mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas là pour donner la vérité. Rappelons que le mariage, c'est un contrat économique. Hein. Oui, avant tout. Avant tout. Avant d'être un sacrement. Hein. Voilà. Bon. Merci Pierre. Je t'en prie. Pour cette recontextualisation, effectivement, qui peut pas mal nous aider, en tout cas, à remettre un peu en perspective tout ça. Même dans les bonus du film, hein, on sent que les comédiennes de doublage disent voilà, on serait très heureux si des hommes qui regardent ce film pouvaient comprendre un peu ce qui nous passe par la tête quand on est adolescente, et puis des choses que les hommes ne peuvent pas connaître, et puis voilà, et puis après on passe peut-être à autre chose quand on grandit, voilà, à deux doigts de dire que c'est juste une phase, mais bon. En tout cas, voilà, le L mot n'a pas été prononcé. Voilà. Non, mais d'ailleurs, ce que j'ai constaté, moi, dans les quelques recherches que j'ai fait, c'est que les LGBT japonais eux-mêmes ont ne prononcent généralement pas ces mots-là, quoi. Ouais. C'est un truc qui est, encore une fois, même quand il n'y a pas de danger particulier, c'est un mot qui est vraiment peu utilisé, quoi. Yes. Pour terminer, peut-être, moi j'ajouterais peut-être un parallèle. Alors là, on revient sur la question du rapport de force entre les deux personnages, et ça nous permettra de faire la transition vers les recommandations. Puisque ce matin, en préparant l'émission, j'ai pensé à un parallèle d'un cinéaste qui est peut-être une inspiration de Yamada, quoiqu'elle ne l'ait jamais exprimé publiquement. C'est Paul Thomas Anderson, dont chacun des films met en scène cette confrontation de puissance entre des personnages. Confrontation puissante qui est en reconfiguration permanente. Je prends quelques exemples. There Will Be Blood, vous l'avez peut-être vu. Il y a cette opposition entre le pétrolier je l'ai pas vu. et le prêtre, j'en dis pas plus, qui est sans cesse dans un rapport de qui aura le dernier mot. The Master, bon là, en l'occurrence, c'est évident. Phantom Thread, qui sera ma recommandation, qui met au centre du conflit l'amour. Et pour le coup, la perspective et le rapport avec Lise et l'oiseau bleu se fait peut-être d'autant mieux que potentiellement, on a aussi une relation d'amour, en tout cas en puissance. Et de manière générale, si on devait citer une référence philosophique pour cet épisode, moi j'ai pensé à Aristote, parce qu'il y a cette idée chez Aristote que les actions, que les individus sont en puissance. Et en fait, je trouve que ce film-là montre bien, et tu le disais d'ailleurs dans le conducteur, être réservé, est-ce que c'est avoir de la réserve ? Moi, j'ajouterais même, est-ce que être réservé, c'est être en puissance ? C'est être dans la perspective de l'accomplissement de soi-même. Et donc, le film, je trouve, se marie bien avec la philosophie d'Aristote là-dessus.
des gens qui m'ont tendu la main quand je ne pouvais pas, quand j'étais seul chez moi. Pardon. Non, mais voilà. La vie, c'est d'abord des rencontres. C'est vrai. Le plus beau discours de Naruto, évidemment. On passe au reco ? Allez, on passe au reco. Les recos, oui désolé, cette transition n'était pas du tout naturelle, mais que voulez-vous, on enregistre sur ma pause déjeuner et les Jeux Olympiques n'attendent pas. C'est vrai. Recommandation donc, Olbius, Pierre, tu as mis le pied dedans en premier, donc je te laisse embrayer. Eh bah oui, j'ai teasé la recommandation que j'allais faire, évidemment... c'est un film moi que j'adore, c'est donc Phantom Thread, Le fil caché au Québec, qui est un film de Paul Thomas Anderson sorti en 2017 avec Daniel Day-Lewis, qui est donc je crois sa deuxième collaboration avec le cinéaste après There Will Be Blood. Donc on se situe dans le monde de la mode à Londres dans les années 50. On a un grand couturier qui est joué donc par D.D. Lewis, qui s'appelle Reynolds Woodcock, bite de bois en français, au Québec. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague, ça m'est venu comme ça. Qui est donc qui travaille dans le milieu de la haute couture, qui est quelqu'un d'assez perfectionniste, on pourrait dire, qui habille pour les mariages de premiers ministres, de grandes stars du cinéma, de la famille royale, enfin voilà, donc c'est vraiment le milieu de la très haute couture. Un jour, il rencontre une femme qui est serveuse dans un café, qui s'appelle Alma, qui est jouée par... J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle ? Je vais le retrouver tout de suite. Elle était dans Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen. Vicky Krieps. Vicky Krieps. Voilà, qui est une actrice germano-luxembourgeoise. J'aurais dit danoise instinctivement, mais du coup non. Qui est impressionnante dans ce film. Moi, c'est vraiment avec ce film-là que je l'avais découverte. Elle est vraiment d'une puissance de jeu qui est incroyable. Et donc ce film, j'en dis pas trop parce que c'est vraiment le plaisir des films de Paul Thomas Anderson de saisir justement ce qui fait cette opposition des caractères et en l'occurrence comment l'amour peut naître aussi de l'opposition et de même de l'affrontement entre deux puissances antagonistes. C'est vraiment un film qui est d'une beauté et d'une nuance et d'une subtilité qui est extrêmement rare, et évidemment Paul Thomas Anderson, un des meilleurs cinéastes vivants, ça évidemment vous le savez, si vous me connaissez, j'en ai déjà plusieurs fois parlé. C'est peut-être un de mes films préférés de Paul Thomas Anderson, en tout cas je crois que c'est celui que j'ai le plus vu et revu, parce que un peu comme Lisez l'oiseau bleu, peut-être le parallèle est un peu forcé, mais beaucoup de choses se nichent dans des subtilités d'attitude corporelle, dans des subtilités de sous-entendus, de non-dits. Et pour le coup, c'est une manière de représenter l'amour qui est tellement atypique, tellement inhabituelle, mais en même temps tellement belle et tellement forte que je ne pouvais pas ne pas le recommander un jour. J'avais prévu de le faire un de ces quatre, et voilà, écoutez, la recommandation était toute trouvée pour cet épisode. Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. À mon tour de piquer une reco à François Bégodeau après l'épisode précédent, puisque je vais vous recommander Tar de Todd Field, sorti en 2022. Film avec Cate Blanchett qui livre la performance d'une vie, je pense. Donc on y suit Lydia Tarr, qui est une chef d'orchestre fictive, qui aura été élève de Bernstein, si je dis pas de bêtises. Il me semble que tu l'avais déjà recommandé, non ? Je l'avais déjà recommandé tard. Ou en tout cas, tu me l'as recommandé à moi, ça c'est sûr. Je vous le recommande. Oui, après c'est bien. Bon, film masterpiece pour moi, sur la confrontation entre une certaine idée de l'élitisme, en tout cas les hiérarchies de valeurs propres à l'art classique, et leur difficile intégration, ou peut-être leur impossible accommodation avec les imaginaires démocratiques tels qu'on les a structurés depuis maintenant un siècle. Et nos aspirations démocratiques peuvent-elles coexister avec les hiérarchies de valeurs que légitime l'art classique, en fait. Ouais. Et la place des femmes dans tout ça. Et la place des femmes dans tout ça, évidemment. Les femmes sont-elles condamnées à devenir des hommes comme les autres pour évoluer dans ce milieu-là, étant donné les hiérarchies de valeurs que légitime l'art classique. J'aurais pas mieux dit, et franchement moi j'ai adoré ce film aussi. Et c'est un film remarquable, pareil, alors qui est
vous n'avez pas passé un bon moment, hein, en revanche, hein, je vous préviens. Mais si vous voulez, voilà un film, parce que tout le monde recommande Whiplash dans ce genre de situation, et je voulais pas le faire. Voilà, donc Tar, qui est un peu le Whiplash des gens chiants. Voilà. Et ben, tu vois, j'y avais même pas pensé à Whiplash, pour le coup. Mais ouais, parce que le côté trop évident, quoi. Voilà, trop évident. Et rien à voir, en ce moment, je suis en train de lire, après l'horrible Deadpool et Wolverine, je me suis décidé à rattraper le run de Jonathan Hickman de X-Men. Donc j'ai lu House of X, Powers of Ten, sur recommandation de notre bien-aimé Gaïa. Et donc qui marque, voilà, c'est un recueil de 2 x 6 chapitres qui sorti en 2019, qui marque une espèce de relance, de reboot, de soft reboot de tout l'univers X-Men, après des années de jachère, précisément parce que Marvel, n'ayant pas les droits au cinéma, il voulait pas écrire des bons comics pour donner des idées à la Fox, qui reste quand même un concurrent pour Disney, et donc un concurrent pour le MCU. Et maintenant que tout le monde est à la maison, eh bien, ils se sont autorisés à mettre des billets sur la table, à payer des bons auteurs, à payer des bons illustrateurs aussi, et à faire voilà une saga qui relance tout l'univers des X-Men, et cette fois-ci, plutôt que de se poser la question de la coexistence pacifique ou non avec les humains, eh bien, le professeur Xavier, qui a désormais téléchargé le Cérébro dans un casque portatif, va décider de proclamer la nation de Krakoa, donc sur l'île de Krakoa, qui était auparavant un organisme vivant ennemi des X-Men, et il va y installer tous les mutants avec l'aide de Magneto, et en gros faire profiter aux humains de toute la sagesse des mutants, à savoir des médicaments qui permettent de retarder les maladies dégénératives, etc., en l'échange, évidemment, de sommes d'argent très importantes et de liens diplomatiques et d'immunités diplomatiques diverses et variées. Et en gros, comment tu contrôles l'avènement d'une nouvelle nation par le biais de l'industrie pharmaceutique. Donc tu vas avoir tout un point de vue un peu structuraliste, géopolitique, sur qui ne demande qu'à être développé. Pour l'instant, voilà, il y a pas mal de bails différents, parce que House of X, Powers of Ten, étant un reboot, il se déroule sur 4 époques différentes. L'époque du rêve, donc qui est l'époque où Xavier n'a pas encore créé Krakoa et rêve encore à ce que peut être une coexistence entre les humains et les mutants. Le présent, qui est donc le moment où Krakoa est installé, dans 100 ans, donc c'est 100 ans après Krakoa, donc en gros un moment où les relations entre les humains et les mutants atteignent une nouvelle forme de crise, en fait. Et en 1000 ans après Krakoa, à quoi ressemble l'univers. Et t'as ces 4 temporalités qui jonglent en même temps, le tout étant articulé autour d'un personnage qui est un peu une forme de die and retry, dont je ne vous spoilerai pas l'identité ici. Mais voilà comment on écrit un récit de die and retry, de réalité alternative, de manière cohérente, intéressante, intrigante. Et ce qui me rassure énormément, c'est que cet arc comics est inadaptable en film. Enfin, moi, ça me semble inadaptable, c'est pas possible. Et donc, potentiellement, le MCU ne va pas venir le salir comme il aura sali Doctor Doom avec Robert Downey Jr. ce week-end. Voilà, c'est le moment où je chie sur le tapis et je rends l'antenne. Mais cette comme décision... Voilà, exactement, cette décision de Marvel de caster Robert Downey Jr. en Doctor Doom, mais niquez-vous, vraiment. Mais attends, mais du coup, c'est pas censé être le retour d'Iron Man ou je sais pas quoi, là ? Pas du tout, il va jouer Victor Von Doom. Mais c'est pas le même personnage, du coup ? C'est pas le même personnage. Mais comment ils peuvent justifier ça, du coup, je comprends pas. Je veux pas savoir. Ils vont partir dans un délire, on en parlera en off, mais en mode c'est le Infamous Iron Man, et donc c'est Iron Man et Victor Von Doom qui intervertissent leur situation quand ils sont tous les deux étudiants, et il y en a un qui devient Iron Man et l'autre qui devient le Docteur Doom. Mais je veux dire, tout ce qu'on vous demandait, c'était une origin story simple d'un personnage qui n'a jamais été adapté correctement au cinéma, et on a un variant de mon cul
dans un multivers c'est un qui Covid n'a aucun long, sens. en fait. Voilà, exactement. Le Marvel Cinematic Universe, c'est un Covid long. C'est un Covid long, c'est exactement ça. Et pour le coup, ça fait du bien de revenir au matériel initial et de voir ce que la grammaire bande dessinée rend possible, ne serait-ce qu'en termes de suspension d'incrédulité, pour faire passer des pilules qui ne pourraient jamais passer au cinéma. Sachant qu'en plus, voilà, les dessins de Pépé Larraz, moi, me vrillent le cerveau. T'as des planches qui sont incroyables, enfin bref, voilà. House of X, Powers of Ten, c'est édité chez, comme c'est Marvel, c'est chez Panini. Et Tar de Todd Field, disponible sur toutes les plateformes, DVD, Blu-ray, 4K et tout ça. Et en fait, j'ai dit une connerie, tu l'avais pas recommandé dans le podcast, mais tu me l'avais recommandé à moi uniquement. Voilà. Et pour le coup, j'avais adoré, donc je me joins à ta reco. Eh bien, je me joins à ta reco aussi, parce que Phantom Thread, pour le coup, est un film de Paul Thomas Anderson que j'ai vu. Ah, et en plus, on avait parlé de champignons dans l'épisode sur Citizen Sleeper. Il est question de champignons aussi. Comme dirait Alexandre Astier dans Astérix aux Jeux Olympiques, on fait pas d'omelette, on fait pas d'omelette. Voilà. Yes. Bon, sur ce, on vous remercie pour votre attention, pour votre patience sur ces private jokes imbriqués les unes dans les autres qui n'en finissent plus. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu, on espère que Lise et l'Oiseau Bleu vous aurez pris du plaisir à découvrir ou redécouvrir ce film. On vous rappelle évidemment que la conversation ne s'arrête pas là, que vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur les réseaux sociaux, partager l'épisode autour de vous, faire connaître Hémisphère, notre podcast, tout autour de vous également, mettre les petites étoiles, on l'a dit. Je me baffe dessus, c'est l'émotion d'avoir parlé d'un film aussi cher à mon cœur. Voilà, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne journée, très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Très bel été de façon générale. Très bel été de façon générale. Toi, Pierre, on se dit à très bientôt. Bah oui, à très bientôt pour un nouvel épisode, et puis peut-être pour un hors-série, ou en tout cas un petit bonus, on ne sait pas, potentiellement. Exactement. Pour un potentiel Patreon qui arriverait peut-être un jour, on ne sait pas. Parce que bon, on a serré quelques pinces à Japan Expo, à défaut d'en être. Voilà, mais en tout cas, j'ai certainement pas joué les pinces à Japan Expo cette année. Mais voilà, on vous prépare des belles surprises moyennant soutien financier dans les mois qui viennent. Et on espère que ça vous plaira. Voilà. Carrément. On est très impatients en tout cas. Enfin, en attendant, après cet épisode musical, il sera question de Mélodie dans l'épisode du mois d'août. Bien vu. Pour lequel on vous donne rendez-vous. Allez, salut. Salut, à la prochaine. Merci beaucoup. Bisous.